Bonsoir et bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition du 19h dont nous allons découvrir le sommaire. Valentin Vachereau est arrivé hier à Paris où il achève sa préparation avant son entrée en lice au tournoi de tennis de Roland-Garros. Le Monégasque s'apprête à vivre un rendez-vous majeur sur la terre battue parisienne et va tenter de poursuivre sur sa belle lancée après sa demi-finale au Rolex Master en avril. Nous l'entendrons. Retour également dans ce journal sur une journée historique pour Monaco qui assure depuis hier à Strasbourg la présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe. La deuxième édition des rendez-vous de l'attractivité, une rencontre dédiée aux résidents étrangers installés en principauté, était organisée hier. La remise des prix du concours des jeunes entrepreneurs de la Stelios Philanthropic Foundation avait lieu aujourd'hui. Elle a permis de mettre à l'honneur une nouvelle fois innovation et esprit d'entreprendre. Et puis notre invité ce soir sera le prix Nobel de physique 2019. À l'invitation de la Monaco Méditerranée Foundation, Didier Queloz est venu donner une conférence au cours de laquelle il est revenu sur la découverte de la première exoplanète. Plus que quelques jours avant l'entrée en lice de Valentin Vachereau à Roland-Garros, le tirage au sort avait lieu aujourd'hui en début d'après-midi. Le Monégasque affrontera au premier tour un joueur issu des qualifications et il se dit prêt à tout donner et se sent à 100% de ses capacités après le problème physique auquel il a fait face ces dernières semaines. Il est impatient, vous allez l'entendre. Justin Hadel et Jérémy Henry l'ont rencontré. C'est vrai que le gap entre le premier Grand Chelem australien et Roland, il est énorme. Donc c'est toujours spécial de revenir ici, surtout que c'était le premier Grand Chelem que j'ai pu faire dans ma carrière il y a 2 ans en qualification et j'avais passé les 3 tours de qualif pour la première fois directement. Donc de super souvenirs ici et très impatient de commencer. Et je vous le rappelle donc, Valentin Vachereau affrontera au premier tour à Roland-Garros un joueur issu des qualifications. Une belle performance pour une autre sportive qui a évolué aussi à Monaco et s'est entraînée à de nombreuses reprises au Stade Louis II, notamment plus jeune. La championne olympique de triathlon à Paris 2024, Cassandre Beaugrand, a signé hier le nouveau record de France du 5000 mètres. Elle a parcouru la distance en 14 minutes, 40 secondes et 77 centièmes hier soir à Nice, un record qui datait de 2004. C'est une première historique. La principauté assure désormais la présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe, l'organe décisionnel de l'institution européenne. Hier, Monaco a présidé sa première réunion à Strasbourg. Retour sur cette journée avec notre équipe sur place, Émilie Rousseau et Hugo Comassa. La protection de tous par une organisation efficace pour répondre aux défis contemporains, c'est ainsi que la Principauté a souhaité axer sa présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Au cœur des priorités monégasques, la lutte contre les violences faites aux femmes, la protection des droits de l'enfant et de la jeunesse, ou encore le sport comme vecteur de protection ou d'inclusion. Ce sont ces points et tant d'autres qu'Isabelle Béraud-Amadei, ministre des Relations extérieures et de la coopération, a rappelé devant les 46 États membres du Conseil de l'Europe lors de la première réunion du comité des ministres sous présidence monégasque. L'opportunité aussi pour Monaco de réaffirmer son attachement aux valeurs promues par le Conseil de l'Europe. La Principauté est très attachée d'abord au multilatéralisme et le Conseil de l'Europe est une enceinte pour cela. Et puis les valeurs qui sont portées par le Conseil de l'Europe, j'ai toujours l'occasion de dire, quelle que soit sa taille, un pays a son rôle à jouer pour promouvoir ses valeurs et je crois que la Principauté y étant viscéralement attachée, notre crédibilité est tout à fait évidente et on aura de cesse pendant cette présidence de les réaffirmer. En amont de cette première réunion, Isabelle Béraud-Amadei s'est entretenue avec Zoltán Tobner, secrétaire du comité des ministres, puis Alain Berset. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe porte un regard constructif sur la présidence monégasque. D'avoir un État avec cette expérience, avec cette stabilité, qui n'a pas d'agenda caché,
qui dit ce qu'il pense et qui fait ce qu'il dit. Ce sont exactement les valeurs dont on a besoin aujourd'hui pour faire avancer les idéaux du Conseil de l'Europe et de savoir Monaco fortement engagé, non seulement sur des slogans, c'est pas une théorie, mais vraiment pour les droits des enfants, pour les droits des femmes, pour l'intégrité dans le sport, pour prendre juste ces 3 éléments, avec ce très fort soutien qu'on a pour la Convention européenne des droits de l'homme et le système de la Convention qui a créé cet espace légal commun à l'ensemble de l'Europe. Eh bien, cet engagement, il est naturellement très très important et au bon moment. Un programme riche entre Strasbourg et Monaco sera proposé lors de ces 6 prochains mois et mobilisera les institutions monégasques. Plusieurs temps forts, aussi bien politiques que culturels, rythmeront l'agenda. Stella Almondo a d'ailleurs lancé de la plus belle des manières le programme culturel avec un intermède musical. Ces quelques notes de Bach puis de Liszt auront touché l'auditoire. Nous allons accompagner ces mois de présidence par des événements culturels qui vont se dérouler autour bien évidemment des expositions, des concerts, des projections et du théâtre également. Donc nous sommes ravis d'accompagner la politique par la politique culturelle et de montrer notre savoir-faire comme Stella Almondo vient de le faire. C'est un immense bonheur. Je suis très heureuse de pouvoir apporter la musique, le piano ici et puis de représenter Monaco. À chaque fois, c'est une émotion particulière et il y avait beaucoup d'émotions durant cette cérémonie, donc je suis très heureuse d'avoir pu amener la musique ici. Conformément à la tradition lors de l'accession d'un pays à la présidence, le drapeau de Monaco a été hissé sur le parvis du Conseil de l'Europe et devant la mairie, en centre-ville de Strasbourg. Un tramway s'est également habillé aux couleurs de la présidence, le rouge et le blanc, couleurs que la principauté partage avec l'Alsace. Depuis Strasbourg, Monaco dispose de 6 mois pour marquer cette présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Alors que le continent fait face à des crises et à des défis majeurs, une présidence qui invite Monaco à incarner avec détermination et exigence les valeurs du Conseil de l'Europe, à savoir les droits de l'homme, l'état de droit et la démocratie. De la fierté, mais aussi de l'émotion sur place vécue par la délégation monégasque lors de cette prise de présidence, et notamment pour Isabelle Béraud-Amadei. Avant ses fonctions diplomatiques, la ministre des Relations extérieures et de la coopération a été en poste à Strasbourg, où elle a été la première juge monégasque à la Cour européenne des droits de l'homme, puis présidente de section de cette même cour. J'avoue que je n'ai pas eu souvent l'occasion de revenir sur Strasbourg, mais lorsque je suis arrivée hier, justement dans le cadre de cette journée officielle de prise de présidence, je vous avoue que j'ai ressenti une émotion particulière. J'ai beaucoup apprécié mes années en tant que juge élue au titre de Monaco à la Cour européenne des droits de l'homme pendant 9 ans. Et revenir maintenant ici au Conseil de l'Europe en tant que présidente du comité des ministres, je trouve que ça revêt pour moi un éclat particulier et c'est vraiment un moment très important. Isabelle Béraud-Amadei était interviewée par Émilie Rousseau et Hugo Comassa. Et justement, à l'occasion de la prise de présidence de Monaco, le Conseil de l'Europe a installé un espace d'information et de découverte dédié à l'organisation européenne, à l'attention des résidents monégasques et des visiteurs de passage. On écoute à ce sujet Sophie Lobé, responsable des relations publiques au Conseil de l'Europe. Notre idée, c'était de présenter aux Monégasques et aux visiteurs à Monaco l'institution, le Conseil de l'Europe, mais aussi ses réalisations et en particulier des réalisations en lien avec les priorités de la présidence. On va présenter la Convention européenne des droits de l'homme, on va présenter sa jurisprudence de la Cour et essayer de jouer avec cette convention et de faire découvrir de manière très concrète, en fait, les résultats du Conseil de l'Europe depuis plus de 75 ans. On propose 2 quiz, par exemple, un quiz plus pour les enfants, pour leur faire découvrir un peu les thèmes de travail, donc démocratie, droits de l'homme, état de droit.
c'est pas les mots utilisés évidemment pour les enfants, donc il y a un jeu, un petit quiz autour de ça. Pour les adultes, il y a aussi un quiz, un peu plus dur, un petit peu plus technique, où on propose aussi d'échanger autour de ce qu'on fait, des choses un peu plus insolites aussi. Et puis après, il y a un jeu avec une roue autour des droits de la Convention européenne des droits de l'homme. Et là, on choisit son droit grâce à cette roue. Et l'idée, c'est de discuter sur un cas concret qui s'est présenté à la Cour, le cas d'un requérant ou d'une requérante. Et de discuter, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous auriez vu la protection de ce droit, oui, non, les arguments. Et après, de dire ce qu'a décidé la Cour et ce que ça a comme effet sur le pays qui est condamné, sur les autres pays, sur l'action concrète dans le cadre de tous les pays membres. Et vous pouvez vous rendre sur ce stand d'information jusqu'à demain, vendredi, 16h, en bas de la rue Caroline, face au restaurant Bella Vita. La deuxième édition des rendez-vous de l'attractivité a eu lieu hier. La première rencontre était dédiée aux entreprises. Hier soir, place cette fois aux résidents internationaux de la Principauté pour échanger avec ceux qui ont choisi Monaco comme nouvelle patrie d'adoption. Alexandra Pani et Camille Caloni sont allés à leur rencontre. Ils ont choisi Monaco pour s'y installer, en famille, y entreprendre et investir, mais aussi s'y engager. Ils ont été séduits par l'attractivité de la Principauté. Ce rendez-vous était donc l'occasion d'échanger avec les résidents internationaux. Je considère que qui mieux que des gens qui ont fait le choix à un moment donné de la Principauté alors qu'ils étaient ailleurs, pour nous expliquer les raisons qui ont motivé ce choix. C'est le thème de la réunion de ce soir, en l'occurrence. Donc pour nous expliquer pourquoi Monaco, pourquoi à ce moment-là, comment ont-ils vécu leur installation, comment est-ce que ça s'est passé, les éventuelles difficultés qu'ils ont pu rencontrer, aujourd'hui comment ça se passe, etc. Donc c'est vraiment une réunion d'échange que je veux vertueux, en fait, avec des gens qui ont cette connaissance de l'extérieur dont ils peuvent nous faire bénéficier et qui peut nous permettre d'avancer et de proposer quelque chose d'encore mieux pour la Principauté. Un moment de partage pour en savoir plus sur leur parcours et leur expérience. Certains viennent d'arriver en Principauté, d'autres ont été séduits il y a déjà plusieurs années. Monaco a été, nous a offert une terre d'accueil, mais surtout, ça nous a permis d'arriver dans un environnement de sérénité, de professionnalisme, et ça a été un atout majeur. La proximité avec les institutions, c'est vrai quand on l'a connu différemment, on peut vraiment comparer. Le fait d'avoir cette proximité qui est forte, des gens qui sont à l'écoute, vraiment des gens de qualité, autant au niveau de la structure, de Massam, que de la famille, ça nous a permis de nous sentir bien dans le pays et de pouvoir structurer l'entreprise mois après mois, année après année, et de retrouver un environnement qui nous convient tout à fait. Aïda est californienne et a franchi le pas de s'installer ici il y a maintenant 2 ans. The climate, the beautiful nature, and although that's what initially got me to come here, what got me to stay is the community, the people, and all the wonderful opportunities, which I feel like we don't talk about enough. What I think is great about events like these is that it provides an opportunity of an open forum to hear from people and to get feedback. And one of the things I always joke and say to my friends, I'm like, Monaco is such a special place and people move here because for tax advantages, for leisure, for the lifestyle. But I feel like not enough residents ask what they can do to give back to this community. À l'occasion de cette conférence, la déléguée en charge de l'attractivité a annoncé le souhait d'un futur changement de nom pour cette entité qui s'appellerait Invest Monaco, un titre raccourci et anglophone pour souligner cette nécessité d'ancrage à l'international. La Stelios Philanthropic Foundation vient de récompenser de jeunes entrepreneurs de la Riviera aujourd'hui à la mi-journée dans les locaux de la Fondation Quai Antoine Ier. 5 prix avec un montant au total de 70 000 € ont été attribués. Les explications de Fabien Bonilla sur des images de Lionel Bernardi.
C'est une personnalité connue en principauté à travers le monde, Sir Stelios Hadjiloanou, plus connu tout simplement sous le nom de Stelios. Cet entrepreneur d'origine chypriote a fondé Easy Group, dont fait partie la compagnie aérienne EasyJet. La fortune personnelle de Stelios est estimée à 1,2 milliard d'euros selon le classement Forbes de 2026. Ce résident monégasque est connu pour son esprit philanthropique. Eh bien, ce jeudi, il a organisé en partenariat avec Radio Riviera la 2e édition des Young Entrepreneur Awards sur le quai Antoine Ier. Cet événement récompense de jeunes startups de Monaco et de la Riviera. I like the concept of a young startup because I started the Easy family of brands starting with EasyJet when I was 27. So there is something magic about being 27, 28. You know a bit about business and you have no idea how much risk you're taking. So I encourage these young people, and you meet some great entrepreneurs today, to start their business 27, 28, so by 32, 33 they've made it and they can win an award. If you encourage young people to create a business instead of finding a job somewhere, you're more likely to create more jobs. And that's good for the community, it's good for the economy, the local economy. 5 jeunes entrepreneurs ont été récompensés, 5 lauréats âgés de moins de 34 ans. Ils ont créé une start-up au cours des 5 dernières années à Monaco ou sur la Côte d'Azur. Ils contribuent ainsi à la création d'emplois pour l'économie locale. Ils se sont partagés 70 000 euros, 5 000 euros chacun pour le 5e et le 4e, 10 000 euros pour le 3e, 20 000 euros pour le 2e. Et le lauréat est reparti avec 30 000 euros. On a dû d'abord remplir un dossier à l'écrit, puis après on a eu une première interview, puis après on a eu l'interview finale avec Sir Stelios. Et à la fin de l'interview, après ils ont délibéré et plus tard on a eu les retours. Moi je suis dans le yachting, donc on loue des bateaux et ce prix c'est vraiment génial pour nous, tant en visibilité que comment ça va nous aider. En plus des Young Entrepreneurs Awards, il faut savoir que la Stelios Philanthropic Foundation apporte son soutien financier au quotidien à de nombreuses associations, fondations telles que les Restos du Cœur, Fightets Monaco, la Fondation Princesse Charlène, la No Finish Line ou encore par exemple la Croix-Rouge monégasque. Si vous êtes déjà entré dans l'enceinte du casino de Monte-Carlo, peut-être vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionnait cette impressionnante machine bien rodée. Hier, certains ont eu la chance de découvrir l'envers du décor lors de la journée des métiers du casino et peut-être aussi l'occasion pour la Société des Bains de Mer de faire naître quelques vocations. Reportage signé Alban Jonjambre et Camille Caloni. C'est avec curiosité et intérêt que ce petit groupe de visiteurs s'approche des tables de jeu. Après avoir découvert les coulisses du casino de Monte-Carlo, de la salle des machines à l'étage technique en passant par les différents services, c'est ici que s'achève leur immersion. Le casino est historique, ça fait partie de Monaco, ce qui fait un peu la beauté de Monaco et ce qui a relancé Monaco. C'est très intéressant et important de bien connaître toute la partie du casino. Plus que les employés de jeu, le casino de Monte-Carlo, c'est une multitude de métiers. Comme le métier de croupier par exemple, ce qui se passe au niveau des tables de jeu derrière, il y a beaucoup de gens qui travaillent, il y a pas mal de métiers transverses, des analyses financières également, etc. La préparation des tables, tous ces métiers-là que les gens ne voient pas, qui sont un petit peu, alors pas des métiers de l'ombre, parce que nous on sait qu'ils existent, mais justement aujourd'hui c'est une bonne opportunité pour mettre ces métiers-là en avant. À travers cette journée des métiers, la Société des Bains de Mer espère faire naître des vocations chez certains. Bien évidemment, toujours sur les métiers d'employés de jeu, notamment les employés de table, on va rechercher aussi, mais on va aussi rechercher aux appareils automatiques dans les métiers des ateliers par exemple, donc dans tout ce qui est électrotechnicien, électromécanicien, ce qui sont les points de départ pour après de belles carrières et pouvoir évoluer au sein des salons. Mais on reste attentif à tous les profils pour pouvoir proposer à tous ces jeunes des métiers en fonction de leur profil et de leurs appétences aussi. Le casino de Monte-Carlo rassemble près de 1200 employés. L'invité de ce journal est Didier Queloz. En 1995, sa découverte d'une exoplanète a bouleversé notre compréhension de l'univers et ouvert une nouvelle ère pour l'astronomie, jusqu'à lui valoir le prix Nobel de physique en 2019. Mais que change vraiment cette découverte dans notre manière de regarder le ciel ? Quelle voie a-t-elle ouverte et quelle réflexion sur notre place dans le cosmos ? Il est venu répondre à ces questions lors d'une conférence donnée cette semaine à Monaco sous l'égide de la Monaco Méditerranée Foundation. Et il est avec nous. Bonsoir Didier Queloz. Bonsoir. Près de 30 ans après la découverte de la première exoplanète, avez-vous le sentiment d'avoir
participer à une véritable révolution scientifique. Oui, je pense que sur le moment, on a bien senti que le résultat était majeur, mais c'est vrai que maintenant, avec du recul, c'est une vraie révolution. Il y a tellement de planètes dans l'univers, on voit l'univers de manière différente, et puis quand on est reconnu par l'Académie suédoise des sciences pour recevoir le prix Nobel, c'est sûr que quelque part, ça nous fait bien comprendre que notre découverte a été au-delà du majeur. Oui, c'est saisissant. Et vous le dites, quand vous avez découvert l'exoplanète 51 Pégasi b, si je la prononce correctement, imaginiez-vous que des milliers d'autres seraient identifiés ensuite ? Alors, c'est vrai que quelque part, on avait bien réalisé que comme la planète était étrange, il devait probablement avoir d'autres planètes aussi étranges. Mais la quantité de planètes qu'on a trouvées et la diversité de systèmes planétaires, je pense que c'est au-delà de ce qu'on a imaginé. Mais c'est clair qu'on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui allait se passer parce qu'on ne trouve pas une planète qui tourne en 4 jours autour de son étoile. Donc ça veut dire qu'elle est 20 fois plus proche que la Terre, avec une taille et une masse semblables à Jupiter par hasard. Donc ça veut dire qu'il y avait vraiment des phénomènes étranges qu'on n'avait pas compris, qui sont à l'œuvre dans la formation des planètes. Et là, on ne voyait que la pointe de l'iceberg. Et oui, vous avez eu de grosses surprises. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fascine le plus les chercheurs ? Découvrir de nouvelles planètes ou trouver des indices de vie ? Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a découvert une telle diversité de masse, de taille, de structure, qu'on essaye un peu de faire sens à tout ça. Et les planètes qu'on a dans nos systèmes solaires, qui sont relativement, on va dire, bien calibrées, on a les planètes rocheuses, on a les grosses planètes géantes comme Jupiter, puis on a Uranus et Neptune qu'on appelle des géantes glacées, qui sont un peu intermédiaires. On est au-delà de ceci. Maintenant, il y a des centaines de planètes avec toutes les compositions possibles et imaginables. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui reste un grand mystère. Comment se fait-il qu'on ait autant de diversité ? Ou alors, comment se fait-il qu'on arrive au système solaire ? Donc ça, je dirais, c'est une des grandes questions. Et puis l'autre question, c'est qu'on trouve de plus en plus des petites planètes. Ça veut dire des planètes qu'on qualifie désormais de rocheuses, pour lesquelles on aimerait bien savoir ce qui se passe à la surface. Donc on aimerait bien pouvoir mesurer leur atmosphère. C'est quelque chose qu'on commence à faire, c'est un peu le début. Et puis évidemment, quand on commence à mesurer des atmosphères de planètes rocheuses, là on peut commencer à rêver, à détecter de l'eau, des océans, et qui sait, quelque part une trace ou même une trace forte ou peut-être même une évidence qu'il y a une activité biologique. Donc ça, c'est vraiment ce qui se passe actuellement. On est en train de transformer complètement la question qui est de dire est-ce qu'il y a des planètes dans l'univers ? Maintenant, la réponse est oui, il y en a énormément, vers une autre question qui est qu'est-ce que c'est que la vie dans l'univers et quelle est la chance que la vie se développe sur d'autres planètes. Et ça, c'est le gros programme de ces 50 à 100 prochaines années. Et quels sont aujourd'hui les instruments ou missions spatiales qui pourraient changer notre compréhension de l'univers dans les prochaines années ? Alors on a une grande palette d'outils. Ça commence par le laboratoire du chimiste qui essaye de reproduire comment la vie se crée. Donc on va dire, on prend des éléments puis on essaie de trouver la manière de les mettre ensemble. Vers nos spécialistes de la Terre qui cherchent des traces de l'origine de la vie sur Terre. Après on a les gens qui cherchent sur les planètes du système solaire ou sur les satellites du système solaire. Donc là, c'est des systèmes intéressants. On va chercher sur Mars, on se pose la question de Vénus, et puis on va aller sur des satellites de planètes géantes comme Encelade ou bien Titan. Et puis alors, il y a les grands télescopes, soit les télescopes géants sur le sol de la Terre, ou alors la nouvelle génération de télescopes spatiaux. On a récemment lancé le James Webb, on va lancer le Raman télescope, et plus tard, il y aura probablement un télescope qui va aller chercher peut-être à faire des images de ces planètes autour des étoiles proches. Peut-être c'est la combinaison de tous ces efforts qui vont nous permettre d'avoir une bonne image et de répondre à une question qui est tellement profonde, qui est de savoir qu'est-ce que c'est que ce principe du vivant. L'univers a créé la vie sur Terre.
quelles sont les conditions pour que ça se fasse ou que ça se répète ou que ça se produise sur des tas d'autres systèmes. Donc beaucoup de questions encore, une palette d'outils certaine, un champ de possibles énorme. Et est-ce que la découverte d'exoplanètes a changé également notre regard, alors là, plus philosophique sur la place de la Terre et de l'être humain ? Alors, ce qui est intéressant avec cette recherche, c'est que ça pose la question du devenir de l'humain et du devenir de la vie. Peut-être on est en train de réaliser que la vie sur Terre tient à pas grand-chose, à un ensemble d'événements et quelque part on est très chanceux que la vie ait pu se développer pareillement. Peut-être que la vie ici est apparue sur Mars ou sur Vénus, peut-être qu'elle apparaît assez facilement sur d'autres planètes, mais elle n'arrive pas à se développer, elle n'a pas le temps pour justement développer cette diversité. Donc vous voyez, peut-être que ça, on est en train de réaliser, c'est peut-être une chance ou peut-être une certaine responsabilité que l'on a vis-à-vis de l'univers. Donc peut-être qu'on est en train d'aider à cette sorte de positionnement de l'humain, non pas par rapport à son petit monde et sa nationalité, mais quelle est sa place dans le grand cosmos. Peut-être c'est quelque chose qui va nous aider à survivre et à continuer à voir notre espèce fleurir. Merci Didier Queloz d'avoir été notre invité, d'avoir partagé ces réflexions alors que vous veniez donner une conférence à Monaco à l'invitation de la Monaco Méditerranée Foundation. Merci. Nous avions suivi le 30 avril dernier le concours international de roses nouvelles. Eh bien, ces belles roses vont être au cœur d'une vente caritative le mercredi 27 mai de 10h à 16h à la Roseraie Princesse Grace. Une occasion unique d'acquérir non seulement les rosiers présentés à l'occasion de cette 8e édition du concours, mais aussi de bénéficier de conseils des jardiniers pour les entretenir et les faire fleurir, tout en profitant d'animations gratuites pour les enfants et de visites guidées de la roseraie. Sans oublier que vous ferez une bonne action puisque cette vente aux enchères est au profit de l'association Be Safe. Et n'oubliez pas, par ailleurs, que vous pouvez élire votre rosier préféré en prenant part au prix du public en likant votre rosier favori sur la page Facebook du gouvernement. C'est la fin de ce journal. Demain à 19h, c'est Sarah Inkari que vous retrouverez pour refermer cette édition. Cette série de photos prises dans la journée lors de la visite du ministre d'État Christophe Miremont à la caserne des carabiniers, où il a pu découvrir les lieux et échanger avec les carabiniers, ainsi que leur chef de corps Martial Pied. Dans un court instant, les prévisions météo d'Alexandra Pani. Je vous souhaite une belle et douce soirée. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les prévisions météo de ce vendredi 22 mai. Le soleil sera au rendez-vous, quelques passages nuageux seront tout de même à noter. Le thermomètre affichera 18 degrés le matin et 25 degrés au plus chaud de la journée. Le soleil se lèvera à 5h56 et se couchera à 20h57. Ce vendredi, nous fêterons les Émile. Belle soirée à tous sur Monaco Info.